Selon les différentes études réalisées sur le sujet, entre 20 et 30% de la population mondiale serait concernée, au moins une fois dans sa vie, par la paralysie du sommeil. D'après ces mêmes études, les formes les plus violentes ne toucheraient que 1% des personnes concernées. 1%. Autant dire une poignée d'individus. Fort heureusement pour moi, j'ai toujours apprécié ce sentiment d'être différent des autres. Alors en apprenant à 26 ans que les troubles dont je souffrais depuis toujours faisaient ma particularité, j'étais bien évidemment enchanté. Qui ne le serait pas? Quelle personne saine d'esprit, dans sa recherche de singularité, ne serait pas ravie d'apprendre à être dotée d'un don exceptionnel, lui permettant de transformer chacune de ses nuits en un condensé d'angoisse et de terreur? Aucune. Dans le précédent épisode, j'ai parlé de cette dissonance entre le corps et l'esprit. J'aimerais tenter de l'approfondir un peu. Dans les cas les plus classiques de paralysie, mon esprit est totalement éveillé, pleinement conscient de son environnement. Je suis dans mon lit, sous ma couette. Il ne règne dans la chambre qu'une obscurité parfaite. Je suis parfois découvert. Une faible luminosité extérieure peut être perceptible ou de légers bruits de la rue peuvent être entendus dans le lointain. Je sens le contact des draps, celui de mon matelas et de mon oreiller. Je sais parfaitement où je me trouve et j'ouvre les yeux pour quitter le sommeil un instant avant de m'endormir à nouveau. Alors vient l'instant où je tente de me redresser ou simplement de modifier ma position pour répondre à cette fatigue qui de nouveau m'appelle. Et rien ne se passe. Mon corps refuse toute injonction de mouvement. Pire, il semble lutter contre moi pour ne pas bouger. L'intérieur de mon crâne se met à trembler, puis mon corps tout entier se met à l'imiter, jusqu'à ce que tout ne soit plus que séisme. Alors j'arrive enfin à rouler sur le côté et à reprendre le contrôle. En réalité, je n'ai effectué aucun mouvement et mon corps n'a pas bougé d'un centimètre. Je n'ai jamais ouvert les yeux avant ce dernier réveil. Tout n'était qu'illusion, fabrication de mon inconscient. Mes yeux s'étaient ouverts une première fois en rêve, me montrant l'image conservée de la chambre avant de m'endormir afin de tromper mes sens. Depuis que j'ai connaissance de ce qu'est la paralysie du sommeil, et lorsqu'ils ne sont accompagnés que d'un réveil rapide, ces épisodes sont les plus simples à appréhender. Il existe un autre cas de figure plus étrange, plus troublant. Il est arrivé à de nombreuses reprises que je me trouve dans des situations bien plus avancées dans la rêverie, que je me trouve prisonnier non plus de mon corps et de ma chambre, mais d'un lieu fantasmé, appartenant totalement à mon imaginaire. Le plus souvent avec d'autres personnes. Certains visages sont connus, mais la plupart sont le fruit de mon imagination. Le déroulement est toujours le même. Une bascule s'opère à l'intérieur du rêve. En quelques instants, je prends conscience que je suis en train de rêver et tout semble se figer autour de moi. Ou plutôt c'est mon corps qui se fige, tandis que le rêve se poursuit sans moi. Je perds totalement le contrôle, subissant alors les événements qui se déroulent sous mes yeux et dont je ne suis plus que simple spectateur. À la différence près que je suis un spectateur que l'on a conduit sur scène et qu'on a laissé là, dans un coin, sans se soucier de savoir s'il lui était désagréable d'être bousculé, frappé, poignardé ou étranglé. Alors intervient ce premier réveil déjà évoqué, ce réveil trompeur, celui qui me conduit à ce lit dont je me retrouve par la suite prisonnier. Quelle que soit la manière d'y entrer, celle qui me permet de sortir de la paralysie demeure toujours identique. Il me faut bouger. Un mouvement imaginé, fantasmé. Un mouvement qui n'aura existé que dans mon imaginaire. Un mouvement essentiel, salutaire. Un sursaut de mon esprit capable de donner à mon corps l'illusion de la secousse. Tout cela, je ne suis capable de le raconter avec détachement que depuis que je connais le mal dont je souffre. Avant cela, chaque nuit n'était que résilience. Mon corps avait besoin de sommeil pour continuer à fonctionner de manière efficiente,
et j'allais pourtant finir par succomber de manière certaine à ces tremblements épouvantables. Mais quelle autre perspective s'offrait à moi? Refuser le sommeil semblait aussi dangereux que l'accueillir. Enfant, ces raisonnements n'existaient pas encore. Le partage de mes épisodes de paralysie conduisait toujours à la conclusion qu'il s'agissait de cauchemars. Je n'y trouvais rien à redire, étant parfaitement étranger à ce que pouvaient alors constituer les mauvais rêves. Il s'agissait en un sens réellement de mauvais rêves vécus avec force et violence, et dont le réveil ne chassait pas la crainte, certes, mais de mauvais rêves malgré tout. Un autre souvenir qui me vient en mémoire permettra probablement d'illustrer mes explications, sans doute élusives. J'étais alors tout juste collégien, baignant avec délice dans cette époque bénie qu'était l'adolescence avec la grâce de l'orang-outan, cet animal au bras si long qu'il lui est parfaitement impossible de pénétrer une eau profonde sans s'y noyer. Les épisodes se succédaient presque quotidiennement, allant parfois jusqu'à 3 ou 4 paralysies durant une même nuit. Les années de collège et l'angoisse qu'elles pouvaient générer chez moi n'étaient sans doute pas étrangères à la fréquence de mes épisodes. Un soir, quelques instants après m'être endormi, je m'étais réveillé en sanglotant. Sanglots dont il m'est impossible de me remémorer la cause aujourd'hui. Je me souviens parfaitement m'être redressé et avoir entendu des pas derrière la porte. Je me souviens l'avoir vu s'ouvrir, avoir aperçu la silhouette de ma grand-mère paternelle qui, alertée par mes larmes, était tout naturellement venue voir ce que j'avais. Je me souviens de son corps frêle venu s'asseoir aux côtés du mien, et de la sensation de malaise qui avait accompagné chacun de ses gestes depuis son entrée dans la pièce. Une aura malfaisante se dégageait de cette femme pourtant emplie d'un amour infini pour son petit-fils. Quelque chose clochait. Et tandis que l'angoisse montait en moi, tout changea. Son visage n'était plus bienveillant, mais figé dans une grimace monstrueuse, étirant ses traits de manière terrifiante, révélant une méchanceté insoupçonnée. Ses gestes, jusqu'alors doux, s'étaient transformés en pincements, en griffures, en coupures sur ma peau. J'étais tout à coup allongé, frappé de toutes parts par cette femme que je croyais être venue me consoler, et qui lâchait désormais contre moi une colère qui semblait ne jamais pouvoir prendre fin. Son visage était devenu rouge, difforme, abîmé par la rage qui l'habitait. Sa bouche s'était ouverte totalement, laissant entendre un cri semblable à un sifflement strident qui avait fait vibrer mon corps tout entier. J'étais terrifié, pétrifié, incapable de bouger le moindre membre, de solliciter le moindre muscle. La pièce s'était totalement remplie des hurlements de cette femme qui n'avait plus rien de ma grand-mère et qui continuait de martyriser mon corps inerte avec une violence inouïe. Puis tout s'était brusquement arrêté. J'avais obtenu de mon bras qu'il coopère, qu'il esquisse un geste pour m'arracher à ma torpeur. J'étais sauvé. Le calme était revenu. J'étais entièrement sous ma couette, transpirant à grosses gouttes, incapable d'oser sortir le moindre morceau de peau de dessous ma protection nocturne. Après quelques minutes, j'ai finalement tendu le bras pour atteindre l'interrupteur et allumer ma chambre. Plus aucune présence, plus personne en vue. Rien. On pourrait penser que ma réaction après un tel événement a été de me dire qu'il ne s'agissait de toute évidence que d'un rêve. Ma grand-mère ne vivait pas avec nous et n'avait pas les traits de cette femme monstrueuse que j'avais imaginée. Oui, on pourrait le penser. Pour autant, on ne l'expérimente pas. Ce qui a été vécu est, de nouveau, réel. J'ai vu la porte s'ouvrir. J'ai vu cette silhouette familière s'avancer, poser son corps à côté du mien. J'ai réellement été maltraité par cette femme. J'ai réellement perçu la violence de ses hurlements, senti cette hostilité à mon égard, perçu la menace d'une mort imminente.
La frontière semble parfois si fragile entre nos rêves et la réalité retrouvée au moment de l'éveil. Mais lorsque le réveil n'est pas la porte de sortie du rêve, que faire? Je ne sanglotais pas. Personne n'est venu me réconforter avant de déverser son flot de violence contre mon corps immobile. Pour autant, rien d'autre que la réalité elle-même n'a jamais semblé aussi véritable que cette visite nocturne. Et le doute persiste encore aujourd'hui sur l'existence de cette femme, qui pour expulser toute sa haine d'être piégée du monde des défunts, a un jour emprunté les traits de l'amour.